Bonjour à tous et bienvenue à la 17e édition du prix du livre environnement de la Fondation Veolia. À mes côtés, Dominique Bourg, bonjour, vous êtes philosophe, professeur à la faculté de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. On va parler d'environnement, de révolution numérique dans un instant. Deux prix vont être remis, prix adulte et une mention jeunesse. Mais d'abord, j'accueille sur scène Franck Muratet, adjoint au maire, pour un petit mot d'accueil. Bonjour, monsieur. Oh, c'est bon. Voilà, bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans ce lieu. Et donc, au nom du maire de Nancy, de Mathieu Klein, la bienvenue ici au Palais du Gouvernement à Nancy. Bon plaisir d'être ensemble aujourd'hui pour cette 44e édition du Livre sur la place. Et une année particulière, parce que c'est aussi l'année du bicentenaire, qui sait? Il y en a qui savent? Bicentenaire de la naissance Edmond de Goncourt, qui est né ici, à Nancy, en 1822, rue des Carmes. Avant de saluer nos invités, permettez-moi aussi de lire quelques mots. En prenant le livre de présentation du livre sur la place, je me suis arrêté sur ces quelques mots, ces lignes, qui ont été écrites par Sarah Polacci, commissaire générale du livre sur la place. Que ces 3 jours de septembre du livre sur la place nous rappellent que la lecture peut nous ouvrir des portes, qu'elle est là pour traduire le monde, nous le faire aimer, qu'elle contourne les interdits, nous réveille et nous console, mais qu'elle est avant tout un plaisir incroyable. Oui, plaisir, plaisir d'être ensemble, et on dit aussi qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre les oreilles, et vous verrez qu'avec la conférence que l'on a tout à l'heure, on va avoir les oreilles grandes ouvertes. Plaisir de remercier, de saluer l'ensemble des équipes de Veolia, de la Fondation Veolia, mais il y a aussi nombre d'équipes opérationnelles. Et ils sont vraiment venus en force. Je pense que d'ailleurs, s'ils levaient la main, on va voir quels sont celles et ceux qui travaillent pour Veolia, pour la Fondation ou pour les opérationnels. 1, 2, je sais qu'il y en a beaucoup plus, 3. On les a perdus en cours de route. Parce que tout à l'heure, on était au déjeuner, on était beaucoup plus nombreux que ça. Peut-être qu'ils sont coincés sous la tente et qu'ils vont arriver. Mais merci, parce que ce partenariat, c'est un partenariat que vous avez avec la ville et avec le livre sur la place depuis de nombreuses années. Un partenariat qui nous tient à cœur, particulièrement important, sur la question, les préoccupations des sujets environnementaux. Merci pour cela. Plaisir que nous avons aussi d'accueillir ici Dominique Bourg. Vous l'avez dit à l'instant, Dominique, vous êtes philosophe franco-suisse, vous êtes un éminent spécialiste des questions environnementales. Je crois que vous nous avez alertés depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Et on se le disait tout à l'heure, on va faire face quand même à des défis considérables. Merci, cher Dominique, d'être ici. Voilà, moi je vais vous laisser entre les mains donc, de Laure d'Autriche. Cher Laure, vous êtes musicologue, journaliste européen. Vous avez vous-même publié un livre. Voilà, je vous souhaite une bonne animation. Voilà, à toutes et à tous, un très bon moment ici pour ce livre sur la place. Merci à vous. Merci. Cette séquence va s'articuler en 2 temps. D'abord, la remise du prix environnement de la Fondation Veolia, et puis ensuite, il y aura une table ronde avec 3 auteurs sur cette thématique également de la révolution numérique, de ses impacts sur l'environnement. D'abord, peut-être Dominique Bourg, est-ce que je peux vous demander de dire quelques mots sur ce prix, sur la façon dont vous avez sélectionné les ouvrages, sur les critères que le jury a retenus? Alors déjà, c'était dit, c'est la 17e année, et en 17 ans, il s'est passé, vous imaginez, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au début, moi, je n'étais pas du tout lié, hein, je suis venu après, en 2015 déjà, comme lauréat, et puis ensuite après, en intégrant le jury. Il y a 17 ans, c'était pas si facile que ça
d'aller chercher des livres dédiés à l'environnement. Vous l'avez tous remarqué, aujourd'hui c'est l'inverse. Il y a vraiment un flot de livres concernant l'environnement, l'écologie, chaque année. Alors ça se passe avec le prix Veolia comme avec les autres prix, c'est-à-dire il y a tout d'abord une présélection sur grosso modo les 200, 250 livres qui paraissent par an. Vous imaginez bien qu'on ne va pas en lire 250. Et en plus, en une dizaine de jours, une quinzaine de jours, 3 semaines, je ne sais plus. Donc en fait, il y a une première sélection entre 15 et 25 livres. Et ensuite, on regarde quand même, si vous voulez, si les uns et les autres ont lu un livre qui n'est pas dans cette présélection et qui nous semble très très important, on peut le réintroduire. Et ensuite, après, ça fonctionne comme tout jury. C'est-à-dire, chacun lit l'ensemble des livres. Alors, comme vous le savez, il y a une mention jeunesse. Donc, il y a des livres jeunesse, il y a des livres adultes. Chacun lit l'ensemble. Et en gros, on a les mêmes critères. Ce sont les critères du prix. Ce qu'on recherche, c'est vraiment un livre qui fasse avancer la connaissance du public dans le domaine de l'environnement. Ça veut donc dire un livre quand même accessible, même s'il a des informations très précises, il faut qu'il puisse trouver quand même un public relativement large. Un livre bien écrit, un livre, vous vous en doutez, intelligent, informé, je viens de dire, et qui apporte vraiment quelque chose à la connaissance du domaine pour le public. Alors voilà, grosso modo, si vous voulez, les critères généraux qui sont les nôtres. Alors parfois, il arrive que sur les 20 livres, c'est pas très fréquent, mais qu'il y ait vraiment 1 ou 2 livres qui se détachent totalement, et parfois c'est moins le cas. Donc dans les 2 cas de figure, on débat entre nous, on réfléchit, il y a un premier vote, parfois il faut en faire plusieurs, d'ailleurs en fait généralement plusieurs, donc ça se passe avec ce prix comme avec tous les autres prix. Il y a des débats entre les membres du jury qui ne sont pas forcément d'accord, même si en général le gros des voix converge vers quelques titres quand même. Avant d'annoncer les lauréats, est-ce que vous voulez bien présenter les ouvrages qui sont ici et qui ont été sélectionnés comme faisant partie des meilleurs ouvrages de ces derniers mois? Alors, avec les critères que je viens d'indiquer, on peut avoir un livre qui est un livre vraiment extraordinaire, mais qui est très savant, avec une écriture, disons, plus professionnelle, plus spécialisée. Alors, en dépit de son intérêt, on ne va pas le retenir. On veut un public qui soit ouvert, un livre, excusez-moi, qui soit ouvert à un public assez large, mais évidemment sans que la qualité informative, réflexive, diminue par trop. Et vous allez voir avec le choix, dans les livres qui avaient été retenus, donc je vais tous les dire, là, puisqu'on ne sait pas encore quels sont les livres à proprement parler primés. Il y a La Révolution des algues, vous les avez sous les yeux, de Vincent Doumézel. Donc là, c'est franchement... vous verrez lequel est primé, mais même celui qui n'est pas primé ne doit pas vous empêcher de lire les autres. Là aussi, c'est vraiment un livre très informatif qui vous montre en quoi les algues pourraient nous aider à l'avenir à trouver des parties de solution à certains de nos gros problèmes. Ensuite, le deuxième livre, c'est Stefano Mancuso, c'est Nous les plantes. Donc Stefano Mancuso, vous le connaissez, c'est un chercheur italien qui a vraiment défendu l'idée d'intelligence végétale. Alors, intelligence végétale, ne le prenez pas au pied de la lettre. Vous ne verrez pas les plantes se cacher sous un arbre pour lire Kant. Mais il y a effectivement une intelligence végétale. Et là, ce livre vous le montre, défend vraiment cette hypothèse. Et c'est vraiment un des grands promoteurs de cette idée qui, en fait, aujourd'hui est grosso modo, admis du côté de la biologie végétale. Et là, enfin, de Ronan Albignac, La Terre et nous. Là, c'est ce qu'on appelle un beau livre. Il y a des photos qui sont vraiment magnifiques. C'est un grand spécialiste de la biodiversité qui a bourlingué dans le monde entier, même si au départ il est agronome et vraiment spécialisé dans Madagascar. Et en fait, il fait une revue vraiment générale des questions de biodiversité. C'est un beau livre qui se lit aussi très très facilement. Et puis maintenant, j'en arrive aux mentions jeunesse. Alors, il y a le livre de Catherine Barr, illustré par Yeni Desmond. C'est 14 loups pour réensauvager le parc du Yellowstone. Là aussi, c'est vraiment un livre que je vous invite à lire. d'Anne Baudier, Les trésors de la nature. Là, on est dans quelque chose de très classique, mais vraiment très, très informé
aussi. Et puis, en fait, comme un âne, je ne vous ai pas indiqué les 2 livres qui ont été primés. Donc, vous l'avez peut-être déjà deviné, vous faites la soustraction par rapport aux livres qui sont sous vos yeux. Alors voilà, c'est le moment de l'annonce. Quel est le livre et l'auteur, donc primé en tout cas pour le livre d'abord adulte. Que vous avez sélectionné? Alors, c'est Guillaume Pitron, L'Enfer numérique. J'imagine que beaucoup d'entre vous, compte tenu du succès du livre antérieur, avaient déjà lu le livre antérieur sur les métaux rares, qui a été très largement traduit et qui a connu un succès important. Guillaume est un journaliste et Guillaume a cela de particulier, c'est devenu très très rare aujourd'hui, qu'il fait des enquêtes. Et pour ces enquêtes, il est assisté par toute une équipe. Alors là, franchement, ce que vous apprenez dans ce livre, vous ne l'avez pas ailleurs. Et on va en parler tout de suite après. Et évidemment, on va en reparler après. On vous invite à venir sur scène, Guillaume Pitron, bravo. Et Dominique, vous pouvez lui remettre, oui, bien sûr. lui remettre son diplôme. On va se lever quand même pour le choisir, mon cher Guillaume. Voilà le diplôme. Merci. Et un chèque de 5 000 €. 5 000 €. Ça servira pour les prochaines rencontres. La mention jeunesse maintenant, Alors, avant on va appeler qu'on Gilles discute de tout Macagno pour mauvaise réputation. Alors, là aussi, ça n'est pas le premier livre de Gilles Macagno, et son éditrice nous a dit tout à l'heure, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu un prix avant. Et donc, elle a tout à fait raison. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il nous a dédicacé des livres avec aussi sa plume de dessinateur. Et je vous assure, alors moi quand je fais des dédicaces, c'est d'une banalité absolument époustouflante. Alors lui, une dédicace de Gilles Macagno, les amis, ça vaut vraiment de l'or. C'est un magnifique dessin chaque fois. Voilà. Et vous lui remettez son diplôme. Le diplôme. Et le chèque. Un chèque de 2 500 €. Je précise que la Fondation Veolia a acheté 500 livres lauréats, donc adultes, et 500 livres jeunesse pour les offrir aux écoles et aux bibliothèques de France. Puis il y a aussi des conférences qui sont organisées avec le mouvement UP, média de solutions, pour encourager l'action, le changement de notre société vers un modèle plus responsable et plus vertueux. C'est le moment maintenant de débattre avec vous, de parler de ces ouvrages. Par qui je commence? Peut-être par vous, Gilles Macagno, avec ce livre jeunesse, Mauvaise réputation, plaidoyer pour les animaux mal aimés aux éditions de Lachaud et Niestlé. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert cette BD, racontez-nous comment vous l'avez conçue, comment vous avez intégré à l'intérieur la question des animaux chassés, des animaux invasifs, des animaux dangereux. Quel était le fil conducteur pour vous? Il y a un micro, je crois, sur votre fauteuil. Alors, ce livre, il est parti d'une question que j'ai souvent entendue, c'était à quoi servent les moustiques? Donc, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je défende cette petite bête. C'était pas facile. Il est aussi parti du fait que moi, je vis dans la campagne, j'ai des renards, des chevreuils autour de moi, et puis j'ai aussi des tas de chasseurs. Puis que j'avais envie d'expliquer aux gens que les cibles préférées des chasseurs, c'était peut-être pas les bonnes. Donc voilà, il fallait que je parle des nuisibles aussi. Voilà, l'idée de départ, c'était celle-là. Donc le fil conducteur de ce livre, ce sont des animaux qui viennent se plaindre des humains. Et donc j'essaye d'expliquer avec humour, parce que c'est quand même mon créneau de base, que
toutes ces bestioles qu'on n'aime pas, bah, il y a des raisons quand même de les apprécier, elles sont là, elles ont leur place, et ça serait bien qu'on la respecte. Vous voulez bien peut-être nous donner un ou deux exemples contre-intuitifs Oui, oui, bien sûr. Alors j'ai pris un exemple qui n'était pas évident, c'était le frelon asiatique, qui fait peur à tout le monde. Le frelon asiatique, donc c'est une espèce invasive, l'horreur, un étranger. C'est une espèce qui vient manger et dévorer nos abeilles. Quelle catastrophe, on n'a plus de miel. Et en fait, quand on cherche un peu, on s'aperçoit que les abeilles, elles sont en déclin bien avant qu'il y ait des frelons en France. Et bah, les frelons, finalement, leur impact, il est beaucoup plus faible qu'on croit. Donc c'est un petit peu, genre, on a pris ce prétexte-là pour cacher d'autres raisons. Mais il a fallu chercher, quoi, parce que dans les médias, a priori, le frelon, il ne faut surtout pas s'en approcher, il faut le détruire. Donc c'est un des exemples. Alors l'autre exemple, c'est le renard. Le renard qui mange toutes les poules, on m'a encore raconté il n'y a pas longtemps qu'il y avait des poules qui avaient été mangées par les renards. Alors c'est vrai que les renards mangent des poules, c'est normal, c'est leur boulot de prédateur. On s'aperçoit quand on cherche un peu que les renards, ils mangent surtout des campagnols, donc ils sont surtout très utiles dans toutes les campagnes, beaucoup plus que nuisibles, et pourtant ils sont chassés toute l'année. Donc voilà le fil de mon bouquin, quoi. Toutes ces informations-là, vous les aviez déjà? C'était une connaissance que vous aviez, ou vous êtes documenté auprès des spécialistes? Non, c'est des connaissances que j'ai plus ou moins, mais légères. Et après, il faut chercher, quoi. Il faut chercher les bons arguments, il faut chercher les bonnes infos, les études qui permettent d'être solide dans ce qu'on raconte. Parce que ma BD, c'est de l'humour, c'est pour les jeunes jusqu'à à peu près 88 ans. Mais donc, malgré cet humour, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus solide possible derrière, que ce soit le plus documenté. Donc, je suis content d'avoir un prix pour un livre intelligent et bien écrit, ça me fait plaisir. Puis au travers de ces animaux, de ces petites bêtes, il y a aussi évidemment qui gravitent autour écologistes, éleveurs. Voilà, ce sont aussi le rapport des hommes avec ces animaux. Oui, bien sûr. En fait, la problématique générale qui ressort de ce livre, c'est que nous, on prend beaucoup de place en tant qu'humains. Et on aime bien la nature, c'est joli, c'est super, les loups, les ours, mais pour que cette nature elle existe, faut qu'on accepte de se laisser un peu envahir, de laisser un peu de place. Et c'est peut-être le plus dur finalement pour beaucoup de gens. Ils veulent bien protéger la nature, mais il ne faut pas que ça les envahisse trop. Donc pareil, je prends le cas des requins. Les requins, oui, ça peut manger les gens, hein. Mais après, si on ne va pas nager du côté où il y a des requins, on est tranquille. Donc autant les laisser tranquilles aussi. Voilà. Bon, après, il y a les araignées. Les araignées, elles sont chez vous, elles font de la... Il y en a qui n'aiment pas. Je suis sûr qu'il y en a qui les chassent à coups de balai. Alors les araignées, elles servent à manger des mouches. Même si elles ne sont pas super efficaces, elles ne vont pas vous débarrasser des mouches. Mais en même temps, elles ont leur place là aussi, quoi. Faut apprendre à vivre avec. Vous avez des conseils pour justement inciter certains d'entre nous à faire évoluer aussi nos comportements? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place facilement? Non, je ne suis pas très conseil finalement. Non, c'est le constat. Ouais, mon conseil, je pense que c'est la connaissance qui fait que, quoi. Quand on connaît les araignées, les araignées, c'est un groupe d'animaux d'une immense richesse, une immense diversité. Je crois que quand on s'y penche un peu dessus, on se dit ouais non, faut peut-être pas les embêter ces bêtes-là. Elles sont trop chouettes. Peut-être un dernier mot sur la façon dont vous avez conçu ce livre. Est-ce qu'il a été écrit rapidement? Est-ce que ça a mis du temps à se construire, à savoir de quels animaux vous vouliez parler, comment parler? Non, le principe lui-même a été rapide à faire. En fait, c'est des animaux qui viennent se plaindre auprès d'un spécialiste, entre guillemets. Après, le temps, ce qui prend du temps, c'est de chercher les bonnes infos. Et puis, les animaux que j'ai évoqués, c'est les animaux dont on pense quand on parle de sales bêtes, quoi. Donc, j'ai pas eu trop de mal à les trouver. Mais le plus dur, c'est de trouver les bonnes informations et puis d'arriver à bien les articuler.
Bon, on gardera un petit temps juste à la fin de cette table ronde pour vous, dans le public, si vous voulez poser des questions aux auteurs. Maintenant, on aborde votre livre, Guillaume Pitron, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, livre passionnant aussi pour ceux qui l'ont déjà lu, où vous, finalement, vous voyagez à travers le monde pour... alors, il n'y a pas que ça dans le livre, mais pour montrer comment le numérique, la pollution est énorme et comment aussi on va puiser énormément dans les ressources naturelles. C'est une partie de votre enquête qui a duré 2 ans, je crois. Hein. C'est 2 ans d'enquête, ce livre-là. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous dire un mot. J'ai été piqué par 10 frelons européens cet été. Donc ma question, c'est quel animal de la chaîne alimentaire s'occupe et bouffe les frelons? Je suis intéressé. Les oiseaux? Ok, je retiens, merci. Et je vais lire votre livre pour me réconcilier avec les bébêtes. Pardon. Merci, d'abord encore une fois, merci à Dominique Bourg, merci à la Fondation Veolia pour ce prix. Je suis, comme vous l'avez dit, l'auteur d'un premier livre qui avait été publié en 2018 sur les métaux rares, les métaux de la transition énergétique. Donc la transition énergétique est faite de métaux, il faut bien aller chercher ces métaux quelque part. Et à un moment de cette enquête, je faisais état d'une étude publiée il y a quelques années par l'Université de Grenoble qui indiquait qu'entre maintenant et d'ici 30 ans, l'humanité va consommer autant de métaux que tous les métaux qui ont été consommés par l'humanité depuis 70 000 ans. Et dans le même temps, on nous parle de dématérialisation. Et donc, partant de ce paradoxe, avec mon éditeur, Henri Trubert, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet à soulever, une enquête à réaliser sur le paradoxe de la dématérialisation, de la virtualisation de nos existences? Le cloud est-il aussi cotonneux, éthéré qu'on veut bien le penser? Et c'est ainsi que nous avons lancé un livre. Et je me suis dit, mais comment raconter cette affaire qui est celle de la pollution numérique, sinon en s'intéressant à l'emblème, selon moi, à un des emblèmes de nos vies numérisées, qui est un like. Parce que nous likons tous à l'envi, moi le premier d'ailleurs. Et si je suivais la route d'un like? À supposer que j'envoie un like sur le 06 de Dominique Bourg, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Est-ce que le like va littéralement voyager pendant 50 cm de mon téléphone au téléphone de Dominique Bourg, ou est-ce que le like va voyager beaucoup plus? Et en fait, évidemment, il va voyager de data center en câble sous-marin, en passant par des satellites, de constellations de satellites. Et donc le like, en fait, en moyenne, il voyage 15 000 km. Et donc le like est un prétexte pour suivre pendant 2 ans la route d'un like. Donc j'ai suivi la route d'un like. Et donc, c'est 2 ans de travail. D'abord, c'est 1 an d'écriture, enfin, c'est 1 an d'enquête, accompagné, comme vous l'avez dit, par une dizaine de chercheurs venus de Sciences Po, d'HEC, du Centre de formation des journalistes. Je les cite parce que grâce à ces institutions, j'ai pu trouver des compétences pour m'aider à travailler. Puis après, il y a de l'écriture. Et c'est une 12aine de pays traversés pour pouvoir, alors de la Laponie où sont stockés nos comptes Facebook, on ne sait pas, mais nos comptes Facebook et WhatsApp et Instagram sont en Laponie, aux mines de charbon des Appalaches où on extrait la ressource qui permet de produire l'électricité qui sert au stockage de données sur la côte est américaine, en passant par les mines de graphite en Chine, puisque vous avez toutes et tous du graphite qui vient probablement de Chine dans les batteries de vos téléphones. Et donc voilà, le like est un prétexte pour raconter que rien n'est virtuel, que tout est très matériel, et que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Peut-être, puisque vous parliez de la Laponie, vous pouvez expliquer pourquoi justement les data centers, pourquoi Facebook, etc. sont en Laponie précisément. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes toutes et tous accros à nos portables, nous sommes d'accord, moi le premier. Et si jamais vous avez une interruption de service sur un réseau social, c'est le drame. Nous ne pouvons pas nous passer de cette continuité de service, comme le dit l'industrie, qui en fait vous garantit et qui me garantit un accès à Internet 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Le soleil ne peut pas s'éteindre, le soleil ne peut pas se coucher sur Internet. Et pour garantir cette continuité de service, il faut faire tourner beaucoup plus de centres de stockage de données dans lesquels sont stockés vos comptes Facebook notamment, mais Twitter, Instagram, ce que vous voulez, que la réalité, que l'infrastructure qui est réellement nécessaire.
on redonde l'infrastructure, parce que si jamais vous avez un data center qui s'éteint, ce qui peut se produire, panne d'électricité, vous avez un autre qui prend le relais. Et donc tout cela consomme beaucoup d'électricité à base, donc qui provient notamment du charbon, mais aussi du pétrole, du gaz naturel, des énergies renouvelables, du nucléaire, et ça réchauffe l'atmosphère que de brûler du charbon pour produire de l'électricité, etc. Et à un moment, Facebook, en 2013, se rend compte que sa réputation est très entachée par cette surconsommation de charbon pour faire fonctionner nos comptes Facebook. Facebook se fait pourchasser par Greenpeace, on est au début des années 2010, et pour faire amende honorable et aussi certainement verdir son image, Facebook décide d'installer précisément nos comptes Facebook de 800 millions d'utilisateurs européens en Laponie. Pourquoi ? Parce qu'en Laponie, il fait froid. Donc ça veut dire que les serveurs qui chauffent naturellement et qu'il faut refroidir avec des systèmes de climatisation énergivore, là je caricature, il faut ouvrir la porte du data center, on laisse le froid rentrer et ainsi, comme ça, on refroidit naturellement, ça s'appelle le free cooling. Le froid gratuit, comme vous le dites dans votre livre. Le froid gratuit, et donc c'est ainsi que nos comptes Facebook sont stockés là-bas. Donc moi je me suis rendu là-bas, je suis allé rencontrer 600 millions d'utilisateurs qui sont donc stockés dans un hangar. Donc j'ai pris le train depuis Stockholm, 12 heures de train jusqu'à Luleå, à 100 km au sud du cerf d'Arctique. Et puis arrivé devant le data center qui fait la taille de 3 terrains de football, j'ai regardé cet immense édifice. Et à ce moment-là, je me rappelle, il y a un garde qui est venu me chercher, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et je lui ai dit « Mais je suis allé voir mes amis. » Il y a 800 millions de personnes qui sont hébergées dans cette infrastructure, dont 600 que je connais personnellement. Et donc je suis venu les voir. C'est la matérialité de l'invisible, c'est la matérialité de nos vies connectées. Nous sommes ici présents, mais en même temps connectés là-bas. Et toute la journée, pour WhatsApp, pour Instagram et pour Facebook, nous nous connectons avec la Laponie. Et vous décrivez notamment, vous dites notamment que les data centers de Facebook consomment à eux seuls 1 à 2% de l'énergie produite en Suède. Voilà, ce chiffre aussi comme frappant. C'est une énergie à base d'hydroélectricité. Donc l'intérêt de l'hydroélectricité, c'est que les barrages, ça émet moins de carbone. C'est une consommation d'électricité qui est à la fois faible et forte. On pourrait dire qu'elle est faible parce que comme le froid est gratuit, finalement ça consomme moins d'électricité que s'il fallait refroidir les data centers en Afrique par exemple. Et en même temps, il faut replacer ce chiffre dans un contexte d'augmentation systémique de notre consommation de ces outils-là. Vous savez, vous avez un mot qui apparaît aujourd'hui dans le débat, c'est le mot métavers. Mais ça veut dire quoi le métavers ? Ça veut dire qu'en fait, nous n'allons pas mourir pour nous faire remplacer par un avatar dans un monde immersif. Notre présence physique ici va être dédoublée par une présence qui sera peut-être celle de notre avatar dans le métavers. Les ingénieurs d'Intel, en particulier un ingénieur de Intel, l'entreprise de fabrication de microprocesseurs, nous dit que pour un monde immersif accessible à 7 milliards de personnes, il faudra que la puissance de la plus puissante des machines de calcul actuelles soit multipliée par 1000. Ce que nous n'avons pas à disposition techniquement aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi en termes de production de données par rapport à toutes les données que nous produisons aujourd'hui? C'est énorme comme production de données. Donc ces chiffres-là, c'est des chiffres qui augmentent à une vitesse absolument colossale. Et donc nous sommes dans une dynamique qui est telle, nourrie par les effets rebonds, c'est-à-dire plus la technologie est efficace, plus on consomme, qui fait que je suis persuadé que la question de la pollution numérique, la pollution de nos likes, c'est l'un des immenses enjeux environnementaux qui arrivent. Une question aussi, parce que là, vous nous racontez que vous avez poussé la porte de data center à travers le monde, vous êtes allé aussi en Chine. Est-ce que c'était aussi simple que ça, de franchir ces portes, d'entrer dans ces lieux comment vous avez réussi à entrer là, à interroger les bonnes personnes sur ces sujets ? Non, c'est pas simple. D'abord, je n'ai jamais eu de réponse positive de la part des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, lorsqu'il a été question de les interroger sur leur data center, leur système de cloud. Non, c'est très difficile d'avoir accès à eux. Il faut aussi dire que ce sont des infrastructures qui sont très stratégiques. Un data center, c'est de l'information qui est stratégique. Vous n'avez pas envie qu'un missile vienne s'abattre sur un data center contenant des informations stratégiques pour l'État français. Donc on ne dit pas forcément où se trouve le cloud. Et puis les câbles sous-marins, parce que vos données ne voyagent pas dans l'air, elles voyagent sous la mer. 95% de données voyagent à travers 500 câbles sous-marins qui totalisent 1,2 million de kilomètres et qui courent à travers les océans. Donc je ne sais pas qui m'a parlé un jour de l'Internet sans fil.
de la téléphonie sans fil. Nous n'avons jamais été autant reliés à des fils qu'aujourd'hui. Et ces infrastructures sont stratégiques. Et d'ailleurs, on dit dans le monde des data centers que le meilleur câble est celui dont on ne, dans le monde des câbles, que le meilleur câble est celui dont on ne parle pas. Donc, c'est pas facile d'aller assister à la dépose d'un câble qui permet de faire transférer nos likes sur une plage de Vendée, un câble qui plus est qui appartient à Google. Non, on n'a pas envie de le dire. Donc, en ce sens, c'est difficile. Et puis après, je terminerai là-dessus, viennent les mines, parce que tout procède de la mine. Voilà. Notre monde numérisé est un monde qui procède pour lequel il faut des métaux. Vous avez dans votre poche 50, 60, 70 métaux. C'est les métaux de votre téléphone portable. Donc à chaque fois, il y a une mine, notamment les mines de graphite en Chine. Et la mine en Chine, c'est pas très rock'n'roll. C'est pas très sexy. Ça va pas faire réélire Xi Jinping au prochain congrès du Parti communiste. Donc on n'a pas envie qu'un journaliste vienne mettre son nez dedans. Et donc moi j'ai travaillé dans ces zones-là de façon clandestine. Et bon, j'aurais pas été coulé dans du béton si on m'avait arrêté, mais j'aurais pu avoir de sérieux problèmes. Donc il faut faire attention dans ces endroits-là. C'est difficile de travailler en Chine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a quelques minutes avant de poursuivre sur ce sujet, avec une autre table ronde et Guillaume Pitron qui reste parmi nous. Mais est-ce que déjà vous avez une ou deux questions pour nos deux auteurs dans la salle ou pas? Oui, madame. Pouvez-vous aussi nous parler de la pollution des monnaies numériques? Oui, merci. Alors, bon, les monnaies, d'abord, on parle de quelle monnaie? On parle surtout du Bitcoin, c'est la principale des monnaies numériques. Si le Bitcoin était un pays, en termes de consommation d'électricité, il se classerait juste derrière l'Argentine. Je crois au 40e rang mondial des plus gros consommateurs d'électricité, Argentine qui est un pays d'environ 35-40 millions d'habitants. Il faut beaucoup d'électricité pour en fait produire cette monnaie. Que vous dire? Bon, c'est un chiffre qui peut être impressionnant et qui peut ne pas l'être, mais tout dépend de la question de savoir à quoi sert le Bitcoin. Parce qu'après tout, si le Bitcoin est un outil absolument indispensable au bien commun, comme le serait l'hôpital numérique par exemple, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Donc ce chiffre que je vous donne, je crois que c'est 127 terawatts d'électricité, en tout cas 40e rang mondial. Ce chiffre est dérisoire ou immense selon l'intérêt du Bitcoin. À quoi sert le Bitcoin aujourd'hui? D'abord, il peut avoir des effets utiles, et les crypto-monnaies peuvent avoir des effets utiles. À l'heure où il y a une inflation très forte sur les monnaies gouvernementales, vous avez notamment en Amérique latine des classes moyennes qui se tournent vers des paniers de monnaies numériques qui sont plus stables et qui ainsi perdent moins de pouvoir d'achat. Donc le Bitcoin, en ce sens, et les monnaies numériques en général, peuvent être utiles. Mais si le Bitcoin, c'est pour organiser un gigantesque casino en ligne, qui en gros sert à miser, à perdre de l'argent, à gagner de l'argent, bah, c'est peut-être moins intéressant de dépenser autant d'électricité, surtout par les temps qui courent. Et j'ai passé un peu de temps avec les spécialistes des crypto-monnaies enfermés pendant le confinement, le premier ou le deuxième. Je peux vous dire que le bien commun, il n'en avait rien à carrer. Hein, c'était un sujet de loto, le Bitcoin. Donc si c'est autant d'électricité pour du loto, alors je suis désespéré. Et je pense que c'est malheureusement surtout pour ça. Après, encore une fois, il n'y a pas que des effets négatifs au Bitcoin. Voilà. Monsieur devant et un autre monsieur derrière. Merci beaucoup. J'ai assisté à une conférence hier, conférence sur la science-fiction, sur 2 livres. Un de ces livres portait sur les métavers, et le second, c'était sur la transportation. Donc dans le futur, etc. Donc les sujets, c'était le développement. Dans le cas où le métavers existerait, où les transportations existeraient, qu'adviendrait-il des humains, quoi. Et moi, j'ai posé une question, j'ai dit, je pense que ça n'adviendra jamais. Quelle est votre position par rapport à ça? Vous voulez répondre, Gilles? Parce que moi non plus, je ne suis pas assez fort sur le métavers. Non, je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que le métavers, c'est l'adjonction de technologies, les casques de réalité virtuelle, plus des
technologies de processeurs toujours plus efficientes, des puces qui demain seront à 4, 3, 2, 1 nanomètres. C'est donc de la puissance de calcul, c'est toujours plus d'électricité, c'est le jeu vidéo qui vient bien évidemment s'adjoindre à cette technologie. Donc c'est un impact matériel énorme, c'est absolument certain. Et c'est un coût énergétique, électrique. Je n'ai pas connaissance d'une étude qui a été produite, mais j'ai seulement connaissance de cette déclaration par tout à l'heure cet ingénieur de Intel qui disait la puissance de calcul nécessaire pour le métavers. Donc est-ce que ça adviendra? La question effectivement d'abord est une question technique et je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous répondre. Mais permettez-moi effectivement d'exprimer mes doutes, surtout dans le contexte actuel où on se dit comment est-ce qu'on va se chauffer pas trop cher cet hiver, quant à la pertinence, en tout cas à court ou moyen terme, d'un univers comme celui-ci. Sachez simplement que le métavers, c'est d'abord de la géopolitique. Aujourd'hui, tout le monde va dans le métavers parce qu'on a peur de ne pas y être et parce qu'on va se faire la guerre dans le métavers et parce qu'il y aura des enjeux de puissance, de souveraineté dans le métavers et des immenses enjeux économiques à la clé. Et aucun État ne veut rater cette porte-là. Hein, il y a des États qui ont raté la découverte de l'Amérique au XVe siècle. Et bien, personne ne veut rater la découverte de ce nouveau territoire virtuel qu'on appelle le métavers. Et donc, il y a une surenchère sur le métavers. On ne sait pas très bien à quoi ça servira. On ne sait pas vraiment si ça aura la moindre utilité pour nous d'aller faire des randonnées dans le métavers en 2050. Mais toujours est-il que tout le monde fonce parce qu'il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux financiers gigantesques à la clé. Donc, vous avez des limites techniques et en même temps, vous avez un enthousiasme porté par ces relais-là, qui est très fort aujourd'hui, qui explique le succès, ne serait-ce que de ce mot métavers. Voilà, l'avenir est ouvert, je n'ai pas la clé définitive du débat. Une dernière question au fond pour l'instant, et ensuite on poursuit tout de suite avec une autre table ronde sur ce même sujet et d'autres invités. Monsieur. Bonjour. Comment se passer du numérique lorsque l'État lui-même numérise nos services publics ? On ferme les lieux dans les campagnes, les impôts, la poste, les antennes de sécurité sociale, y compris maintenant se soigner se fait en visio. Non, alors, votre question est hyper pertinente et je vous remercie de l'avoir posée. D'abord, monsieur, je voudrais vous dire un truc, je passe mes journées à liker. Voilà. Donc je suis la dernière personne à devoir faire la morale à qui que ce soit sur ces questions-là, parce que sans numérique, j'aurais pas pu écrire ce bouquin, pendant confiné, pendant le premier confinement. Donc c'est vous dire à quel point le numérique, et vraiment j'insiste, est un bienfait, peut-être un bienfait social, un bienfait économique, un bienfait politique, et même un bienfait environnemental. Parce que le numérique, c'est aussi une meilleure connaissance de l'état de la planète. C'est grâce au numérique qu'on peut apprécier, modéliser le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Donc le numérique est un instrument qui peut être vraiment très utile. Donc le débat, c'est pas tout numérique, métavers, blablabla, versus retour à la bougie. Le débat, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre les effets positifs du numérique et les externalités négatives, les impacts négatifs que ça peut générer et dont nous ne sommes souvent pas conscients. Et donc, évidemment, dans ce livre, j'insiste énormément, enfin beaucoup, sur comment est-ce qu'on fait du numérique responsable. Et donc, pourquoi pas la visio si vous voulez, mais le numérique responsable, c'est aussi des téléphones portables qui sont réutilisés, réparés, parce que vous connaissez toutes ces problématiques d'obsolescence programmée qui nous font consommer toujours plus d'outils numériques à un coût environnemental extraordinaire. C'est aussi la question de la moindre consommation de données, ou en tout cas d'une consommation plus utile et non pas futile des données. Question immense. Voilà, ce sont ces questions-là qui se posent. Mais voilà, nous ne sommes pas dans un manichéisme lorsqu'il est question de ces sujets, évidemment. Merci beaucoup pour cette question. On va poursuivre sur ce thème d'ailleurs dans cette deuxième table ronde. Merci Dominique Bourg, merci Gilles Macagno, bravo encore, merci de votre présence. Et vous restez, hein ? Je reste. Oui, vous restez sur la deuxième, voilà. Nous restons sur scène avec Guillaume Pitron et j'accueille pour cette deuxième table ronde Mirwais Ahmad, voilà, c'est votre nom d'artiste, voilà. Et Gérald Bronner, bonjour, bienvenue. Merci. Ouais. Et on va évoquer pendant les 3 quarts d'heure qui viennent ces 3 livres. On en a parlé un peu, le livre de Guillaume Pitron à l'instant, L'enfer numérique.
Il y a aussi donc Mirwais qui arrive avec un roman, Les Tout-Puissants, dont je vais parler dans une seconde, aux éditions Séguier. Et Gérald Bronner, vous venez de faire paraître aux éditions PUF Les Lumières à l'ère numérique. Et puis il y avait aussi ce livre paru il y a quelques mois, peut-être un peu plus, Apocalypse cognitive, aussi au PUF, superbe ouvrage aussi qui donne à réfléchir. On a donc deux essais avec vous, messieurs, et je voulais commencer avec ce roman de vous, Mirwais, Les Tout-Puissants. Est-ce que le micro est ouvert? Oui, d'abord bonjour. Hein. Il est ouvert, voilà. oui, bonjour. Merci de votre présence. Est-ce que vous pouvez... C'est votre premier roman? Mon premier roman, ouais. Ouais. Changement de casquette, j'allais dire. Oui, non, pas vraiment. La vie musicale... Non, j'étais dans la musique, je suis toujours dans la musique. Ouais. Mais disons que c'est un roman que je porte en moi depuis beaucoup d'années. Alors, beaucoup de gens le décrivent comme une dystopie. Alors ça, c'est vraiment le mot à la mode. Mais sauf qu'il y a certaines scènes qui ont été écrites il y a au moins 7-8 ans. Donc du coup, c'est plus du tout une dystopie, c'est le monde actuel, et je dirais que le monde d'avance est plutôt une dystopie. C'est-à-dire, donc on inverse maintenant. Alors vous pouvez nous raconter, si on entre dans le vif du sujet, il y a ce personnage principal, Lazare. Ouais. Alors il y a un personnage principal qui marche dans les rues de Paris, donc j'ai pas précisé la date, et qui a ce qu'on appelle qui subit ce qu'on appelle des pensées intrusives, incompréhensibles. Est-ce que ce sont des visions, des hallucinations? Et en fait, il est, comment dire, le Paris que je décris est un peu particulier parce qu'il y a un logo ressurgi du passé qui est devenu, qui a été vidé de sa charge négative, qui est le svastika. Alors moi, parce qu'il y a un grand débat sur la svastika. Les gens disent là ou le. C'est le svastika. Et donc le svastika a été réautorisé dans ce monde dystopique, disons, parce que en fait, on s'est aperçu qu'il porte une charge commerciale très forte dès que vous l'associez à un visuel d'une marque, voilà. Alors donc, j'explique tout de suite pourquoi, parce que sinon ça va être compliqué. Pourquoi j'ai utilisé ce logo, j'ai réutilisé ce logo. C'est parce que je cherchais, en fait, ça fait des années que j'ai essayé d'écrire ce roman et j'ai essayé d'unifier, en fait, pas mal de choses, et notamment l'accélération d'Internet, c'est-à-dire et du commerce. Parce que je pense que depuis 2001, depuis AOL, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de AOL, le commerce a accéléré, mais d'une manière phénoménale. C'est-à-dire, je prends l'exemple souvent, par exemple, de Kodak. Kodak était la plus grande société argentique. Argentique, ça veut dire ils vendaient des films. En 5 ans, la photo numérique les a écrasés. Ils n'existaient presque plus. Maintenant, ils se refont un peu, mais bon, voilà. Et donc, du coup, il fallait symboliser. C'est-à-dire, moi, parce que beaucoup de gens parlent d'Internet, du metaverse, de l'enfer numérique, et je suis d'accord avec le mot enfer et numérique. Mais il y a besoin quand même d'essayer d'unifier, en fait, ce monde dans lequel on vit, parce que je pense que beaucoup de gens, ici ou ailleurs, pense qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux, l'utilisation du numérique, les fausses infos, la désinformation. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on puisse identifier les choses. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui, entre, justement, vous avez parlé de beaucoup d'éléments, et pas. Et moi, j'avais besoin dans ce roman, parce que c'est de la littérature, j'avais besoin d'unifier, de trouver une métaphore. Voilà, donc c'est une svastika commerciale qui a ressurgi du passé, qui a été vidée de sa charge négative, et qui est devenue une sorte un logo d'incantation commerciale. C'est-à-dire c'est un logo qui s'affiche partout dans les rues. Sur tout le monde. Parce qu'il a un effet magique. Voilà. Voilà. Et il est utilisé comme un aimant, enfin il y a un effet aimant. Mais après, j'insiste beaucoup, c'est pas un conte. C'est-à-dire, j'avais besoin de décrire le monde dans lequel je vis, et puis mon expérience américaine. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis musicien, j'ai travaillé à très haut niveau dans la musique internationale.
notamment en Amérique, et j'avais besoin de décrire ce que je voyais. C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas grand-chose en Amérique, enfin dans le showbiz américain. C'est une sorte de vortex, de cyclone d'argent avec quelque chose au milieu et qui est du vide. Et il n'y a presque plus de culture, en fait, sans porter un jugement négatif, hein, c'est-à-dire. Et il n'y a plus de culture, il y a surtout de l'argent. Et cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils font des guerres? Alors, moi, mon père était afghan, hein, c'est-à-dire j'ai subi la guerre d'Afghanistan, j'ai vécu là-bas quand j'étais petit. Ils font des guerres, on ne sait pas trop. C'est-à-dire, et donc j'avais besoin de symboliser tout ça, quoi. Voilà. Alors, on est ancré avec votre roman dans un futur proche, on peut dire ça? C'est même plus un futur, c'est là, maintenant. Oui. Et alors, ce personnage, Lazare, il n'a plus le goût de vivre, il s'est auto-diagnostiqué dépressif. Oui, une dépression, ouais. Il y a un manque d'amour, il y a une sensation de solitude totale. Sur sa carte d'identité, donc ce ne sont plus les cartes d'identité comme on les connaît aujourd'hui, mais il s'appelle Lazare 2325. Oui, c'est un peu orwellien, c'est ce qui est en train d'arriver. On est dans ce monde, oui. C'est par exemple, moi je connais des gens, moi-même, par exemple, je ne sais pas si des gens connaissent wanadoo.fr, donc moi je l'ai encore, donc je le garde. Quelle est la raison pour laquelle je le garde? C'est parce qu'il y a des gens qui pourront plus me connecter, donc du coup, on va bientôt passer à ça. Et c'est une évidence. Hein. Et vous montrez aussi, et c'est là qu'on se raccroche aussi aux questions environnementales, vous racontez comment un immense plan commercial se profile derrière l'argument écologique des économies d'énergie, des marques, ce genre de choses. Voilà. C'est pour en revenir à ce que vous disiez. Alors dans mon livre, je suppute que Facebook, à un moment donné, va demander en fait, parce qu'il y a aussi il y a les likes, mais il y a les spams. Hein, parce que je ne sais pas si vous subissez les spams, mais moi, surtout sur les vieux comptes qui ne sont pas trop protégés, je ne sais pas, j'en reçois 100 par jour que je dois éliminer. Et donc, c'est quand même de l'électricité qui est produite. Donc, cet enfer numérique, il existe aussi. Il y a les likes, mais il y a les spams. Et donc, du coup, dans mon livre, j'aimais l'idée qu'à un moment donné, Facebook ou les GAFAM, ou ce que vous voulez, enfin, je les appelle les IG GAFAM, parce que c'est une référence à IG Farben, c'est-à-dire donc la svastika, et voilà quoi. Donc, les conglomérats qui se mettent ensemble, ce qu'ont fait les nazis dans les années 30, demandent à tous leurs utilisateurs des informations très précises. Parce que comme ça, ils pourront mieux cibler en fait les goûts et les habitudes de consommation. Et je pense qu'on y est déjà, mais d'une manière, je dirais, furtive. Parce qu'évidemment, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ici, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui savent que quand vous dites, par exemple, devant votre téléphone, vous citez une marque, très rapidement, vous recevez un spam, c'est-à-dire de la marque en question. Et ça, Google l'a admis. C'est-à-dire, c'est pas du complotisme. Je verse pas du tout dans le complotisme. Mais disons que... Donc voilà, moi je pense qu'à un moment donné, on va arriver à ça. C'est-à-dire, pour éliminer les spams, il va falloir cibler plus et vendre... on va arriver à un phénomène de standardisation. C'est-à-dire, il va falloir standardiser. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir vendre des objets différents, notamment avec justement ce souci écologique où les jeunes, notamment, nouvelles générations, sont dans une espèce de décroissance. Enfin, ils commencent à parler de plus en plus de décroissance, de déconsommation. Donc, on va standardiser les habits, les objets. Et dans le livre, je faisais même une référence à Adolf Hitler qui, en 1942, comme il voyait que les Alliés en face avaient beaucoup plus de ressources et technologiques et de moyens de production de guerre, a demandé à standardiser. Et les ingénieurs allemands, qui étaient quand même très très bons à l'époque, ont réussi en quelques mois à standardiser, à produire beaucoup plus d'armements,
mais en rationalisant en fait. Et je pense qu'on va arriver à ça bientôt. Oui, vous montrez comment dans ce plan commercial, les marques uniformisent les achats des gens les plus pauvres en particulier, en ciblant aussi ce que veulent les acheteurs, donc les casquettes, les baskets, le sweat à capuche qui va rassembler le plus d'acheteurs possible. On le voit bien dans l'univers du textile, de la schmat, comme on dit. Tout le monde porte enfin en anglais on appelle ça des sneakers, des baskets. Absolument tout le monde. D'ailleurs, il y a un phénomène qui est assez intéressant dans les rues de Paris, mais j'imagine que c'est pareil ici, sur les trottoirs, c'est que moi j'entends plus tellement de chaussures qui résonnent, hein, des claquettes ou des... Non mais il y a assez peu. C'est assez peu. Dans Paris, c'est assez effrayant. Des cordonniers se reconvertissent même en spécialistes de basket. Oui, qui ne font que de la basket. Donc, on va assister, je pense, à une rationalisation. Et, voilà. Peut-être un dernier mot pour cette introduction. Expliquez votre titre, Les Tout-Puissants. Oh, c'est une référence en fait, à Aristote. C'est-à-dire, Aristote faisait une différence entre la puissance et l'acte. Et donc, alors ça porte, les tout-puissants, ça fait un peu les milliardaires ou les gens, les entités qui nous oppressent, mais c'est plutôt porteur d'espoir. C'est-à-dire, c'est que justement, en faisant référence à Aristote, c'est que les tout-puissants, les gens, la dématérialisation dont vous parliez, elle est en puissance. L'acte dont vous parlez, donc la Laponie, ça existe, c'est un acte. Et donc, il suffit juste que les gens prennent conscience. Et moi, j'insiste beaucoup sur un terme, identifier les problèmes. Parce que comment vous voulez réagir si une personne avance masquée et vous pensez que cette personne est bonne, alors que c'est quelqu'un qui vous veut du mal? Vous ne pouvez pas réagir. Donc, cet enfer numérique, qui est le titre de votre livre, il est important de l'identifier, en fait. Et une fois que c'est identifié, et je pense qu'il y a énormément de gens, dont nous sommes en train de nous emparer du sujet. Moi, sous forme de roman, vous sous forme d'essai, et il va y en avoir de plus en plus. Gérald Bronner, je voudrais qu'on dise quelques mots aussi de votre livre, Les Lumières à l'ère numérique. Alors, avant d'être un livre, je crois que c'est un rapport, en fait, que 14 experts ont remis au président Macron il y a quelques mois sur la manière dont la révolution numérique bouleverse nos modes de vie et bouscule aussi notre rapport aux médias. C'était au départ un rapport à destination du président. Oui, c'était une lettre de mission. Ça me donne l'occasion de dire que ce n'est pas mon livre. On est 14 à l'avoir écrit. Et en effet, par contre, c'est moi qui ai reçu la lettre de mission. Donc j'ai essayé de réunir une commission. Et le titre, c'est une anecdote, mais ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Ça s'appelle donc les Lumières à l'ère numérique, mais j'aurais pu le modifier, hein, je pense que j'avais quand même cette liberté, mais je n'ai pas choisi de le modifier parce que je trouvais que le titre était certes un peu emphatique, mais malgré tout qui pointait bien une question philosophique très intéressante. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'espoirs, on va dire, étaient portés par les philosophes dits des Lumières, et d'ailleurs même ceux un peu du siècle précédent, qui était un pari fait, dans le fond, sur la rationalité humaine. L'idée était, par exemple, et on trouve ça chez Thomas Jefferson, un des fondateurs de la démocratie américaine, que finalement la vérité n'a pas besoin d'être défendue sur un marché libre des idées. En d'autres termes, c'est un objet de pensée. Supposons qu'on soit sur un marché libéralisé des idées, c'est-à-dire que l'État, le pouvoir politique, religieux, disons, fasse moins valoir son influence qu'à l'époque où ces philosophes s'exprimaient. Eh bien, on conjecturait que ce seraient les propositions intellectuelles les mieux argumentées, se rapprochant le plus de la vérité, mis entre guillemets, qui l'emporteraient. Et c'est cette idée qui, à mon avis, est très profondément en crise, en tout cas à court terme. Je ne suis pas Nostradamus, je ne vois pas dans l'avenir, mais ce que je constate, c'est que le marché de l'information tel qu'il s'est déployé, et je pense que c'est un des faits majeurs de l'histoire de notre civilisation, avec le réchauffement climatique, l'atteinte à la biodiversité, etc. Je pense que ça, c'est probablement un des faits que les historiens retiendront quand ils regarderont sur notre siècle. Et je pense cette idée au sérieux. Je crois qu'ils auront raison, parce qu'on n'a jamais eu autant d'informations disponibles, et de très loin, dans toute l'histoire de l'humanité.
En 2015, on avait produit 150 exabits de données, ce qui est absolument considérable. En 2005 et en 2010, on en avait produit 8 fois plus. Et par ailleurs, dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on a tout simplement produit 90% de l'information disponible sur cette terre. C'est donc, en fait, je balance des chiffres, mais je n'arrive pas plus à imaginer que vous. En fait, tout ce que j'arrive à traduire, c'est cyclopéen. Et ce que je sais, ce que nous constatons, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles qui sont beaucoup développées à partir de 2016, quand on regarde le Web of Science, quand on essaie de faire des statistiques sur les mots-clés, on voit qu'à partir de 2016, il y a une prise de conscience du monde de la science, qui a d'ailleurs produit des revues spécialisées maintenant pour analyser ces flux numériques. Et ce que nous avons essayé de faire, entre autres choses, même si la tâche était bien trop lourde pour nos 14 frêles épaules, enfin 28 épaules en fait, très exactement, et on nous avait donné très peu de temps pour travailler, 3 mois, bon, on a fait de notre mieux pour essayer de réunir un peu cette littérature qu'on connaissait tout de même un peu déjà, et voir ce que disait la science sur cette question. Et pourquoi, précisément, eh bien, ce marché, disons, dérégulé de l'information, il n'est pas totalement dérégulé. En fait, il y a des formes de régulation dont on peut parler, mais qui ont changé. Grosso modo, la grande transformation, c'est qu'auparavant, le marché de l'information était régulé par ceux que la théorie de la communication appelle des gatekeepers, les gardiens du seuil, c'est-à-dire les journalistes, les politiques, les universitaires comme moi, les artistes ou les journalistes. Donc. Bref, par un certain nombre d'individus qui étaient considérés comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. Bon, ce n'est pas très démocratique. Ce n'est pas forcément une situation totalement désirable sur le long terme. Bon. Mais là, aujourd'hui, donc, par exemple, ce sont les journalistes, je ne sais pas très bien comment ça se passe, qui dans un comité de rédaction décident qu'est-ce qu'on va mettre en une, etc. Il y a un classement, un ordre. Aujourd'hui, l'information, elle n'est pas sans ordre, elle est classée. Mais elle est classée selon une logique qui est celle de l'économie de l'attention. Donc des algorithmes qui vont essayer de capter une partie de votre disponibilité mentale. Et ce que je montre dans l'autre livre que vous avez mentionné gentiment, dans Apocalypse cognitive, c'est que c'est, à mon avis, une des questions centrales qui va se poser à notre civilisation. Vous dites on n'a jamais eu autant de temps, de disponibilité mentale, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps précieux? Exactement. Et on ne l'utilise pas comme il faudrait. C'est très paradoxal parce que c'est 2 bonnes nouvelles. Hein. La disponibilité de l'information, même si je l'ai présenté un peu comme ça avec des termes, je considère que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. J'ai pas envie de vivre dans un monde où il y aura une carence en information, où l'information serait par exemple détenue de façon monopolistique par une entreprise privée, par un État ou par une église. On a connu un peu ça dans le passé, c'est pas très bon pour la fiabilité de l'information. Sauf que là, le niveau de pression concurrentielle sur ce marché de l'information, il a atteint des proportions qu'on n'a jamais connues dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça produit? Ça veut dire que l'information, en fait, paradoxalement, elle ne vaut plus rien. Car l'offre d'information est pléthorique. Ce qui vaut quelque chose, c'est la disponibilité mentale. Et donc, pour survivre, les offreurs d'information, qu'ils soient des offreurs professionnels qui en vivent économiquement ou des offreurs amateurs qui en vivent symboliquement, j'ai fait un post, combien de likes, combien j'ai de retweets, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est un bénéfice symbolique, mais on court tous un peu après cela. Et même, il y a des études qui montrent que ça peut activer même des cycles dopaminergiques dans notre cerveau. Donc il y a quelque chose, une récompense chimique dans notre cerveau quand on est regardé par les autres. C'est normal parce que, je le dis sans aucune ironie, nous sommes des animaux profondément sociaux. Nous avons besoin du regard des autres, même si on passe notre temps à dire que c'est pas vrai et que nous, on s'en fout. La vérité, c'est que très profondément en nous, le regard des autres peut nous faire du mal ou du bien. Bon, mais que nous le recherchons. Et donc, cette offre d'information, quelle qu'elle soit, que ce soit un compte Facebook ou des journalistes professionnels, etc., sont tous tentés peu à peu, pour survivre, d'aligner l'offre d'information sur les demandes les plus immédiates de notre cerveau. Elles sont connues depuis longtemps, j'invente rien, hein, c'est très banal. La conflictualité, je ne condamne pas tout, la sexualité, par exemple, de très loin, la peur. De très loin, les films pornographiques sont les vidéos qui sont de très loin regardées en premier dans le monde. J'ai lu que les deuxièmes, c'était des vidéos de chats. Donc là, mes compétences de sociologue s'arrêtent. Exactement. Oui, en fait, je connais la réponse de la néotonie, mais je préfère le dire sous forme de blague. Je ne sais pas si c'est très convaincant, mais un peu quand même. Et en tout cas, sur la conflictualité, vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire, il y a un chercheur qui a montré qu'il y avait une indignation morale
indignation collective tous les 2 jours sur Twitter. Moi, Twitter, je ne peux pas, je me tiens à distance de cet outil. Une indignation morale tous les 2 jours. On les a déjà presque oubliés. Bah oui, rappelez-vous, si je vous dis char à voile, ah, vous voyez, ok. Si je vous dis entrecôte, ça marche encore. Mais si je vous dis les quelques occurrences, mais vous avez vu à quelle vitesse? Rappelez-vous, pendant la guerre en Ukraine, on est encore dans cette guerre, mais au début de la guerre en Ukraine, nos cerveaux collectifs étaient, là aussi à juste titre, tous attirés encore vers la pandémie, puis tout à coup, notre regard collectif s'est un peu détourné, provisoirement vers l'Ukraine. Mais il y a eu un événement qui nous a fait tous détourner le regard vers un événement donc considérable. Ça s'est passé aux Oscars. C'est un acteur qui a mis une gifle à un autre acteur. Vous vous en rappelez tous, c'est-à-dire que votre cerveau a cru ça suffisamment intéressant pour le mémoriser. C'est un élément de conflictualité. Évidemment, c'est une information totalement triviale, hein, donc je le dis de façon très ironique. Et donc la seule question qui se pose, enfin pas la seule, mais peut-être la plus essentielle, c'est comment préserver ce trésor. C'est quand même une bonne nouvelle aussi que nous ayons plus de disponibilité mentale. Au début du 19e siècle, 40% à peu près de notre temps éveillé était capté par le travail. Aujourd'hui, c'est à peu près 11%. C'est une bonne nouvelle. C'est dû à l'augmentation de la productivité, bien sûr, mais aussi au droit du travail, aux batailles syndicales. Enfin, vous voyez, c'est un conglomérat sociopolitique qui nous a donné cette disponibilité. Mais encore une fois, pour en faire quoi? Et donc, je pense que c'est peut-être la question des questions politiques, en réalité. Le risque, et je m'arrêterai là, parce que je suis peut-être un peu bavard, le risque, évidemment, quand on veut réguler un marché de cet ordre, c'est quoi? On régule quoi? On régule les opinions, l'information. Donc, c'est une charge liberticide, il faut être très attentif. Enfin, moi, je pense qu'il faut être très, très attentif. Parce que le genre de bonne décision, de bonne idée qu'on prend aujourd'hui et qui va favoriser la tyrannie demain, elles sont nombreuses. Donc, il faut faire très attention quand on parle de régulation de ce marché. Donc, et en même temps, l'autre mauvais raisonnement, c'est de croire qu'en ne faisant rien, on préserve les libertés. Faux. Faux, parce que ce marché, il est éditorialisé. Je vous l'ai dit, par les algorithmes, par une logique d'économie de l'attention, mais il est aussi éditorialisé par l'activité de certains groupes qui peuvent être très minoritaires, mais qui vont donner à leur point de vue une visibilité qui excède la représentativité politique qu'ils ont. Je pense, excusez-moi, mais aux anti-vaccins, par exemple. Ça, c'est très documenté. Les vrais anti-vaccins ne sont pas très nombreux. Je ne parle pas de la méfiance vaccinale, hein, qui peut atteindre, même en France parfois, jusqu'à 60%. C'est effarant, mais bon. Mais les vrais anti-vaccins, militants, etc., eh bien, vont parler beaucoup plus que les autres. Ils vont donner à leurs arguments une visibilité qui va expliquer pourquoi, alors que l'argumentation anti-vaccin, elle a toujours, j'ai fait soutenir une thèse sur cette question, et j'ai appris, on apprend toujours le plus avec nos doctorants en général, nos doctorantes, j'ai appris qu'en fait les arguments anti-vaccins existaient à l'origine des vaccins, dès le début, hein, alors que je pensais que c'était venu plus tard intuitivement. Mais non, mais simplement leurs arguments, ils étaient confinés dans des espaces de radicalité. Et ces nouvelles donnes de la dérégulation de l'information, elle permet à un certain nombre de groupes qui sont minoritaires, ils n'ont pas toujours tort sur tous les sujets, hein, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort, mais en tout cas, c'est une dynamique statistique qui est très intéressante et qui est aussi très identifiée aujourd'hui par la littérature, qu'on appelle les super users ou les super spreaders, hein, les super diffuseurs. On dit quelquefois il y a 1% des plus riches qui font ceci pour la pollution, on en parle d'ailleurs à juste titre souvent. Et il y a un autre chiffre qu'on peut donner là dans ce débat, c'est que 1% des comptes produisent 33% de l'information qui se diffuse. Donc vous voyez, cette asymétrie. Alors oui, c'est une démocratisation du marché de l'information, et ça on peut l'applaudir, mais c'est une drôle de démocratie où certains votent 500 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Donc c'est aussi une question politique à laquelle on doit réfléchir. C'est comment prendre toute notre place dans cet espace numérique pour que les externalités qu'on voit négatives de ce marché, elles ne soient pas trop envahissantes. Parce que ce qui est très perturbé, encore une fois, c'est aussi ce qu'on appelle le calibrage social. Nous sommes, une fois de plus, des animaux sociaux. Et une grande partie de nos points de vue, même si on le nie aussi toujours, est généralement la conséquence de ce qu'on s'indexe sur le point de vue des autres. Ce que je sais vraiment, moi, en tant que professeur d'université, c'est quasiment rien en réalité. Je vais passer mon temps à faire croire l'inverse, mais en réalité, ce que je sais tient au creux de ma main.
Voilà, parce qu'il y a des tas de choses que je ne peux pas mémoriser. La plupart des choses que je crois savoir, ou dans lesquelles je crois, bon, je crois au réchauffement climatique, je crois à la théorie du Big Bang, mais je le crois par délégation. Je le crois parce que je fais confiance à une communauté dans laquelle j'ai confiance. Mais je n'ai absolument pas le temps de lire les milliers et les milliers de textes qui feraient de cette croyance une connaissance. Et quand ces mécanismes de croyance par délégation sont grippés, et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver, en raison de cette dérégulation, entre autres, du marché de l'information, eh bien, on a des raisons de s'inquiéter et on a des raisons de se demander qu'en est-il des lumières à l'ère numérique. Vous parlez aussi des fausses informations sur Internet. Vous expliquez, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans Apocalypse cognitive, je ne sais plus, mais que les vraies informations circulent 6 fois moins vite que les fausses. Et l'une des questions je préciserai. Oui, très bien. Et l'une des questions aussi qui se pose, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner la propagation de fausses informations, régulation, qu'est-ce que ça veut dire, par quel levier? Alors oui, il y a un article de la revue Science qui date de 2018 qui montre que sur Twitter, c'est pas en général, les fausses informations sont 6 fois plus virales. Parce qu'il y a une controverse autour du terme Twitter, rapidité, c'est particulier, oui. je précise. Bon, c'est quand même une analyse sur 136 000 histoires sur Twitter, donc là le N, enfin l'échantillon est relativement robuste. Et une des explications, la première, quand on regarde la littérature scientifique, on pourrait se dire que ce sont des variables politiques, par exemple, quand on est, et c'est vrai, vous avez plus de chances de diffuser de la fausse information si vous êtes d'extrême droite que si vous êtes, je sais pas moi, républicain ou socialiste. Ça, c'est un fait statistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de socialistes ou de républicains qui ne diffusent pas de la fausse information. Je parle de données, et là, c'est mondial, c'est une agrégation de données mondiale. Mais ce n'est pas la variable politique qui explique le mieux. On fait des calculs, si vous voulez, quand on est sociologue, on fait des calculs qui s'appellent des calculs de régression pour analyser le poids causal d'une variable. Est-ce que c'est le niveau d'études? Est-ce que c'est donc la variable politique, etc. Et ce qui prédit le mieux le risque de crédulité en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. Nous cohabitons tous avec un paresseux intellectuel qui va se jeter en quelque sorte sur une explication qui lui paraît vraisemblable, même si elle n'est pas vraie. Voilà. Mais qu'on connaît déjà, vous vous expliquez comment on est attiré vers ce qu'on a déjà adopté par le passé. Voilà. On a plus de facilité à adopter un point de vue qui nous est proche que d'analyser ou d'accepter quelque chose qui est contradictoire par rapport à nos croyances. Je suis exactement comme ça aussi. J'ai bien aimé que vous disiez tout à l'heure, on peut analyser quelque chose tout en se reconnaissant soi-même dans la pratique dans ces pratiques. Bon, moi aussi, je suis victime de biais de confirmation, évidemment, comme n'importe qui. Donc, je ne fais pas la leçon. Mais par contre, eh bien, il y a beaucoup de données qui le montrent, et c'est ce qu'on appelle donc le biais de confirmation. Et il est évident que ce biais de confirmation, il va être d'autant plus puissant que vous avez beaucoup d'informations disponibles. C'est un paradoxe. Plus vous avez d'informations disponibles, et c'est le cas aujourd'hui, plus vous avez une probabilité de chance d'en trouver une qui va dans le sens de vos croyances préalables. Et voilà comment les choses se produisent. Et puis souvent, ce qu'on appelle les théories du complot, par exemple, ou prenez pour le réchauffement climatique, c'est la même chose quand vous avez un Donald Trump qui vous dit, et on entend ce genre d'argument, qui vous dit « Oh ben, il a fait froid là cet hiver, donc je voudrais bien qu'on m'explique le réchauffement climatique, etc. » Enfin, c'est un raisonnement fallacieux. Donc, on voit bien que le segment temporel qui est utilisé ne peut en rien défaire la masse des données qui montrent qu'il y a un réchauffement climatique. Et l'autre élément, puisqu'on parle de ça, c'est aussi la configuration du choix que vous avez. Si vous allez sur YouTube, par exemple, c'était des collègues en 2019 qui l'ont montré, et que vous faites une recherche autour du climat, avec tous les termes que vous pouvez trouver, eh bien vous avez plus de 50% de chances de tomber sur une vidéo climato-sceptique. Alors, quelle est ma proposition? Personnellement, on pourrait discuter de ça, je ne suis pas pour le fait de bâillonner, d'empêcher ou de censurer, par exemple, les anti-vaccins, même si, croyez-moi, ils m'agacent. Je ne suis pas pour ça. Je pense qu'on le payerait trop cher, ce genre de dispositif. Par contre, je réclame que ces groupes soient visibles, par exemple sur YouTube, à mesure de ce qu'ils pèsent dans le débat. Les climato-sceptiques, ça doit être 3 ou 4% de la publication. Donc il y a 96%, je crois, de publications scientifiques qui vont dans le sens de cela. Il n'est pas normal que quand vous tiriez dans l'urne YouTube au hasard en cherchant une information, que vous tombiez sur plus de 50% de vidéos qui sont souvent bien argumentées. En plus, il faut faire très attention, ça peut être très convaincant. Et qui vont vous faire basculer dans des représentations fausses et qui pourraient être délétères d'ailleurs collectivement. Parce que ce qui est abîmé en fait avec tout cela, c'est un outil fabuleux,
mais qu'il faut remettre sur les pieds en quelque sorte. Parce que ce qui est abîmé, c'est notre possibilité de faire appel à notre intelligence collective. Ça pourrait être des outils d'intelligence collective, ça l'est d'ailleurs, Wikipédia, ça fonctionne pas trop mal, etc. Il y a même des jeux, un jeu qui s'appelle Foldit, qui a donné lieu à des publications scientifiques, et donc l'intelligence collective, ça peut, à condition de faire un diagnostic juste de la question. Vous parlez des solutions, ça tombe bien, j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu là-dessus. Et avant de prendre à nouveau quelques questions dans la salle pour interroger nos auteurs. À propos de solutions, Guillaume Pitron, je voulais revenir sur votre livre « L'enfer numérique », sur la société de demain. Vous expliquez comment Internet va tout démultiplier en termes de pollution, que ça ne va pas aller en s'arrangeant, mais en explosant. Alors, quels gestes mettre en place? Vous racontez dans votre livre que les petits gestes sont efficaces, éteindre sa box, effacer ses mails, ce genre de choses. Mais quoi mettre en place quand les géants du numérique se développent à vitesse grand V? La dynamique. Quelle est la dynamique aujourd'hui? La dynamique, c'est celle d'un accroissement de l'impact matériel et de la consommation électrique, énergétique, du numérique en général. Il y a deux forces contraires ici dont il faut faire état si on veut être honnête. La première, c'est celle de l'amélioration technologique. Quand Facebook va mettre son data center en Laponie, ça permet des gains énergétiques. Lorsque l'efficacité énergétique des data centers s'améliore sans cesse et elle est poussée par le législateur français, on appelle ça le PUE, Power Unit Efficiency, ça permet des gains environnementaux, évidemment. De même que la 5G est un gain environnemental. Parce que la 5G, c'est des données qui, par octet de données qui voyagent dans les réseaux, c'est 10 fois moins de consommation électrique par donnée. Donc il y a une amélioration technologique sur laquelle il faut s'arrêter un instant pour dire que ça peut permettre de faire baisser l'impact écologique de nos données, et je précise et j'ajoute, à consommation constante. Et tout le débat est là. Parce qu'en fait, il y a en économie un effet que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'effet rebond. C'est le paradoxe de Jevons. Quand au XIXe siècle, les locomotives à vapeur commencent à être toujours plus efficientes, par kilomètre parcouru sur les rails, il y a toujours besoin de moins de charbon. Donc à un moment, on commence à imaginer une moindre consommation de charbon, une moindre pollution. Mais qu'est-ce que ça génère? Ça génère toujours plus de voyages, donc toujours plus de production de charbon. Et donc Jevons raconte ce paradoxe qui va s'appeler le paradoxe de Jevons, qui est de dire une amélioration technologique génère, et donc qui permet des gains de consommation par unité de consommation égale, génère paradoxalement plus de consommation de la ressource en question. Et c'est ça exactement qui se passe avec le numérique. Que permet la 5G? Elle permet d'améliorer nos modes de consommation, de déployer des nouveaux usages. Personne ne sait exactement à quoi servira la 5G demain. Ce sera plutôt d'ailleurs utilisé, ce réseau, pour le B2B, comme on dit, le business to business. Peut-être qu'avec vos téléphones 5G compatibles, on verra ce que vous en ferez. Peut-être que vous serez du coup dans le métavers, peut-être que vous jouerez aux jeux vidéo en ligne, ce qu'on appelle aussi le cloud gaming. Mais cette nouvelle technologie permet, et aussi parce qu'il y a un raisonnement environnemental à la clé, eh bien de se dire on va consommer davantage. Et donc finalement d'un côté vous avez un gain, mais qui est contrebalancé par un surplus de consommation qui annule ces gains. Et donc nous sommes sur une dynamique qui est celle d'une plus grande consommation énergétique matérielle de cette technologie-là. Ça c'était le premier point. Vient le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs strates d'action. D'abord il y a la strate individuelle, qu'est-ce que je peux faire moi? Moi, je peux littéralement, effectivement, envoyer moins d'emails, je peux envoyer moins de likes, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on arrive au métavers. Parce que nous, individus, je ne connais pas les chiffres, mais consommons en pourcentage de la production de données générées mondialement face aux entreprises, aux États, rien. Donc, ne pas envoyer un email pour dire j'arrive, pourquoi pas? Mais je prends l'exemple, c'est un peu comme si je vois un tsunami qui m'arrive dans la figure, je suis sur la plage, je cours vers la plage avec mon seau et je commence à vider la mer avec mon seau pour essayer d'éteindre le tsunami. Voilà. Donc l'action individuelle, le colibri numérique consiste à dire arrêtez d'envoyer les emails, et ce qu'aujourd'hui on commence à dire, franchement quand j'entends Agnès Pannier-Runacher dire ça, notre ministre de la transition, de la transition énergétique, je suis un peu triste. En revanche,
sur l'interface, sur le hardware, sur le téléphone, ça on peut agir. Le téléphone, mais les tablettes, les ordinateurs, c'est 70% de la pollution numérique. Donc si je rallonge la durée de vie de mon téléphone par 2, je l'achète d'occasion. Moi j'ai un iPhone 7 acheté sur Back Market. Je le répare, mon iPhone 7, je l'ai réparé 6 fois, et il pourrait peut-être encore durer un peu plus longtemps. Quand je suis une entreprise et que après que l'iPhone a été réutilisé par un employeur, par un employé, je le donne à une association caritative, eh bien je rallonge la durée de vie de mon téléphone. Et donc à gros traits, je divise par 2, si mon téléphone dure 2 fois plus longtemps, en vie, en cycle de vie, eh bien je divise par 2 ce poste de pollution qui est 70%. Je dis ça à gros traits. Donc là, on peut agir à l'échelle individuelle. Éteindre sa box, bah oui, ça consommerait comme un réfrigérateur, une box, autant qu'un réfrigérateur. Donc bon, à l'heure où on parle d'économie d'électricité, ça peut être utile de l'éteindre en sortant de chez soi, comme on éteint après tout l'électricité. Et puis après viennent les réflexions plus collectives et politiques. Internet, c'est gratuit. Mais si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ça veut dire que vous croyez que Facebook c'est gratuit, mais en fait c'est pas du tout gratuit. Vous donnez vos données, en échange de quoi vous avez une publicité ciblée qui vous est destinée. Donc gratuit ne veut pas dire sans profit, ça veut dire que le chemin jusqu'au profit est indirect. Donc ça génère de la surconsommation, ça génère l'effet open bar. On est tous sortis d'un open bar en ayant un peu trop bu et un peu trop mangé. À l'ère numérique, ça s'appelle l'infobésité. Donc en fait, se pose la question, est-ce qu'il faut qu'Internet soit gratuit ? C'est une question qui est immense. En même temps, il y a un autre principe fondateur d'Internet, enfin en tout cas qui coordonne l'action des États aujourd'hui, c'est celui de la lutte contre la fracture numérique. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à Internet. Et la gratuité d'Internet permet de lutter contre la fracture numérique. Donc vous avez 2 principes légitimes qui viennent se confronter, mais celui de la simili-gratuité du net est une immense question collective qu'il faut se poser. Et puis on pourrait aussi se demander quels sont les usages futiles et les usages utiles d'Internet. Je ne sais pas moi, l'hôpital connecté, est-ce que c'est futile, est-ce que c'est utile ? Bon, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt un usage utile d'Internet. Mais TikTok, est-ce que c'est un usage futile ou un usage utile ? Vous allez à la sortie d'un hôpital connecté faire le sondage, vous connaissez la réponse. Mais si je vais à la sortie d'un collège de Nancy faire le sondage, vous connaissez la réponse. Donc ce sont des questions qui sont politiques et qui sont immenses. Donc on voit bien que ce débat, il y a des questions qui ne sont plus techniques, qui sont philosophiques, éthiques, politiques, sociologiques, qui se posent derrière notre manière, notre façon collectivement de parvenir à plus de sobriété. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos 3 auteurs ? Monsieur au centre. Merci pour le micro. Une question pour Monsieur Bronner. Ce qui est un peu sous-jacent dans votre propos, c'est ce que produit l'intelligence artificielle à travers les algorithmes. La question, elle est assez simple, c'est comment on peut, à la fois techniquement et en même temps d'un point de vue éthique, faire en sorte que ces algorithmes produisent le bon résultat qui est pondéré par certains facteurs que vous évoquiez tout à l'heure. Je confesse tout de suite mon incompétence. Je ne suis pas de programmation d'IA, mais je travaille d'ailleurs avec au moins une personne qui en fait un peu, qui essaie de m'expliquer. J'espère ne pas dire de bêtises dans ma réponse. Il y a 2 façons en fait dans l'intelligence artificielle. On peut lui mettre un certain nombre de normes, on peut décider d'un certain nombre de choses, et puis l'intelligence artificielle se nourrit aussi par ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire par les traces numériques que nous laissons, et qui vont la faire réagir et qui vont faire qu'elle va s'auto. C'est comme ça, nous connaissons tous cette histoire de cette intelligence artificielle, je crois que c'est Microsoft qui l'avait lancée, et qui est devenue en une demi-journée nazie. Bien sûr, parce qu'il y avait des trolls d'extrême droite, puis peut-être des gens qui n'étaient pas d'extrême droite, mais que ça amusait, et qui l'ont nourrie, évidemment, et peu à peu, elle était devenue horriblement raciste, bref. Mais par contre, on peut mettre sans doute de la vertu à l'intérieur de cette intelligence artificielle. Je disais tout à l'heure, je plaiderais volontiers pour une diversité authentique. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que ces minorités que j'évoque ne soient pas censurées. Ça peut être des outils pour le coup politiques terribles, mais en revanche, je pense qu'il est légitime de réclamer qu'elles soient, disons, visibles à mesure à peu près de ce qu'elles représentent. Un autre élément,
Par exemple, très clairement, sur la question du réchauffement climatique, il faut se retourner vers, par exemple, les académies, vers l'Académie des sciences, etc., voir qu'elles s'autosaisissent sur des questions pour faire à peu près l'État. Je pense qu'on ne peut pas le faire sur tous les sujets. Il ne faut pas faire sur les sujets politiques, par exemple, ou morales. À mon avis, pas question de faire ça. Mais je pense sur des questions qui ont un impact sur l'intérêt général, comme la question du réchauffement climatique, et où il y a un consensus qui est très solide, je ne vois pas quel risque il y aurait à quand même prendre langue avec YouTube et les mettre face à leurs responsabilités. Et il n'est pas d'ailleurs exclu qu'ils s'y tiennent prêts. Peut-être qu'ils ne répondraient pas non. Ils ne sont pas si mal intentionnés que ça. Hein. Je pense qu'ils sont surtout débordés. Ils ont créé quelque chose qu'ils n'arrivent pas tout à fait à contrôler. Ça me paraît une évidence. Et autre chose, vous pouvez imaginer toutes sortes, et ça ils l'ont fait, par exemple j'avais discuté notamment avec Facebook à l'époque sur ce point, je leur disais mais nous savons que plus de 50% des gens qui partagent des articles ne les lisent pas. Voilà. Ça c'est une donnée assez solide, d'ailleurs vous connaissez tous le test très rigolo, vous envoyez un article comme ça, puis en fait l'article est écrit dans une langue extraterrestre, mais il dit 70% des gens ne lisent pas l'article et tout le monde like, ouais c'est vrai, c'est bien vrai et tout, mais en fait ils n'ont pas lu l'article. Bon bref, blague mise à part, faites-le, ça marche vraiment à chaque fois. Eh bien, ils l'ont fait d'ailleurs, vous pouvez imaginer un pop-up, une sorte de nudge, quand vous voulez partager un article que vous n'avez pas lu, il y a l'IA qui vous dit, est-ce que vous êtes bien certain ? Est-ce que vous trouvez ça sérieux de partager un article que vous n'avez pas lu ? Après, on vous laisse la liberté. Mais ce rappel peut avoir un impact statistique. Il a un impact statistique sur Twitter, par exemple. Bon. Ce sont des petites choses, ce n'est pas forcément liberticide. C'est montrer toute l'architecture du choix et montrer les implicites de nos actes, simplement les rendant visibles. Et on peut le faire d'ailleurs, y compris sur la consommation énergétique, ça n'a plus rien à voir. Mais par exemple, si vous avez une prise qui vous indique une couleur, qui vous indique votre consommation, parce que ça c'est abstrait sinon, qu'est-ce que je consomme, etc. On peut avoir besoin, je ne dis pas que c'est ça qui va résoudre le problème, hein, mais peut-être que le problème est si gigantesque qu'il est difficile d'imaginer qu'il va y avoir une réponse vraiment univoque. Je crois aussi simplement à la réponse citoyenne, notre responsabilité, je disais tout à l'heure. C'est à nous aussi, c'est peut-être une bataille rangée, mais c'est à nous de la mener. Si vous considérez dans votre compétence qu'il y a des sujets qui méritent, on lit tellement d'âneries, de voir des contradictions, il faut mouiller la chemise en fait. Il faut mouiller la chemise, ça c'est sûr. Et bon, je vous renvoie au rapport parce qu'il y a 30 recommandations et franchement on aurait pu en faire 500. Quoi. On a essayé de prendre les 30 qui nous paraissaient les plus pertinentes. Il y a de l'espoir, c'est ça que je veux dire. La partie, elle n'est pas perdue. Quoi. Monsieur au premier rang. Merci. Donc, on voit qu'il y a un peu de gravité dans le débat, mais je pense qu'on n'a pas assez. Donc, je ne vais pas forcément me faire des amis dans le public. Je pense que la situation est beaucoup plus inquiétante que ce qui ressort de ce que vous dites. Peut-être pas pour vous, monsieur. Donc, dans votre roman sur les Tout-Puissants, je voudrais m'appuyer sur une image que donne Borges, un romancier très important, cité par Jean-Pierre Dupuy dans un ouvrage qui s'appelle « Le catastrophisme éclairé », quand il représente le temps comme un jardin au sentier qui bifurque. C'est-à-dire que l'avenir, finalement, est toujours ouvert, il sera toujours temps de prendre une bifurcation pour échapper à quelque chose qui apparaîtrait comme un risque. Et Dupuy s'appuie dessus pour dire mais c'est la pire des illusions, parce que du coup, ça nous met dans une procrastination, on peut penser que on attend et on voit. La situation aujourd'hui, elle est extrêmement grave, et bien sûr, je suis pour, et je milite, des actions citoyennes et à tous les niveaux pour essayer d'éviter le pire, mais si nous pensons qu'on pourra toujours s'en sortir et qu'il n'est jamais trop tard, nous ne nous mettrons jamais en route comme il le faut. Et donc, c'est un peu l'enseignement de Jean-Pierre Dupuy dans son ouvrage « Catastrophisme éclairé ». Mieux vaut se représenter un avenir très inquiétant, seul susceptible de nous mettre en action, parce qu'il ne faut pas se leurrer sur nous-mêmes. Un des obstacles majeurs à tous les changements attendus, c'est l'immense difficulté du changement et de changer. Et on peut être, donc je suis en désaccord avec Guillaume Pizeron peut-être sur ce point, il ne suffit pas d'informer pour qu'ensuite les choses s'arrangent. On le sait, mais on ne veut pas le croire. Et donc, si nous n'avons pas
un élément de motivation extrêmement puissant, le changement n'arrivera pas. Donc je pense que tous les discours qui sont trop lénifiants sont contre-productifs, mais en même temps, bien sûr, il ne faut pas un discours catastrophiste qui nous fasse dire de toute façon, il est trop tard. Oui, Mirwais, peut-être un mot, puis Guillaume Pitron ensuite, parce que votre roman, il est vraiment là-dessus. Oui, je comprends très bien ce que vous décrivez, et je suis d'accord sur certains points, mais en fait, moi j'insiste beaucoup sur l'identification des problèmes. C'est que vraiment, je le répète, comment voulez-vous combattre quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit si vous n'arrivez pas à identifier? Et le problème de la dématérialisation, c'est-à-dire pour le moment, j'ai un ami qui disait ça, c'est-à-dire le pixel a gagné contre l'atome. C'est-à-dire pour le moment parce que vous êtes en face d'un écran, vous ne savez pas qu'il y a derrière. Ensuite, je voulais quand même faire un petit point sur ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'il y a quand même des entités commerciales, parce que les algorithmes, il y a quand même quelqu'un qui les programme. Hein. Je vais vous prendre un exemple que tout le monde connaît, parce que comme ça, ce sera plus simple, la musique. Bon, tout le monde connaît Spotify, vous voyez, ce qu'on appelle les DSP, c'est la musique numérique, Apple Music. Il y a des algorithmes derrière, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, les gens ne savent pas que 80%, voire jusqu'à 90% de la musique que vous écoutez sur Spotify, ce sont des recommandations à votre insu. C'est-à-dire, et donc, c'est basé sur quoi? C'est-à-dire, c'est que c'est basé en très peu de mots. Par exemple, si le morceau, vous êtes un artiste, si le morceau ne commence pas par un refrain, vous êtes tout en bas des classements. Donc, vous n'existez pas, en fait. Et donc, c'est un élément totalitaire, c'est-à-dire qui est en train de se mettre en place. Donc, ça, il faut que les gens le savent. Par exemple, moi, je pense souvent à l'exemple de 2008, les banques, tout le monde déteste les banques et tout le monde les a sauvées. Là, actuellement, tout le monde, il y a une paupérisation de la musique à cause de ça. Et derrière ces algorithmes, ils ont été programmés par des gens. Donc, si vous ne savez pas, toute cette audience ne sait pas que quand vous allez sur Spotify et vous écoutez de la musique, qu'en fait c'est une recommandation. Parce que vous avez mis, je ne sais pas moi, Brahms ou Schubert, ils vont vous mettre, il y a des arborescences. Donc, mais ça, c'est pas, c'est-à-dire, il y a un auto-apprentissage, évidemment, par neuronal, je dirais presque par les systèmes d'intelligence artificielle, mais au départ, il y a quelqu'un qui les programme. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même se pencher sur la source. Et le quelqu'un qui programme, ce n'est pas une personne, ce sont des entités commerciales. Et donc, il faut vraiment réguler par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand je parle de Google, tout ça, il y a quand même des gens qui pensent. C'est-à-dire, il y a des, vous parliez de lead users. Les lead users sont les tout-puissants. Alors, pour moi, pour répondre à votre question, c'est que je pense qu'il y a de l'espoir parce que dans un monde dématérialisé, les tout-puissants sont des gens qui n'ont pas de puissance. C'est-à-dire, ils sont, comme disait Aristote, en puissance. Donc, il est toujours temps encore de les arrêter. Mais le problème, c'est qu'il faut identifier, parce que comment voulez-vous réguler le problème de la musique, qui est un problème politique, si vous n'êtes pas au courant de ce que je vous raconte? Voilà, moi je parle juste d'identification du problème. Ensuite, c'est aux gens de choisir s'ils ont envie de combattre, de ne pas combattre, d'aller plus loin dans l'identification ou pas. Mais moi je pense qu'il y a de l'espoir. Voilà, l'être humain est là pour quand même, je dirais pas combattre, mais quand même pour essayer d'identifier et d'essayer j'ai cité Marx, la praxis. C'est-à-dire, lui, bon, Marx, il y a des gens qui ne sont pas d'accord certainement ici avec Marx, mais il disait, bon, c'est bien d'interpréter le monde, mais à un moment donné, il faut le changer, quoi. Donc là, on est vraiment dans une période de mutation, hein, et j'insiste beaucoup, moi, sur ça. Hein. Les efforts ne sont pas suffisants sur la question climatique. Bien sûr, parce que c'est un problème de consensus. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'Europe, qui est pour moi une des régions dans le monde où il fait le mieux vivre. C'est-à-dire, nous sommes 27, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des problèmes mineurs. Alors, imaginez sur un problème aussi complexe. Mais il faut quand même garder de l'espoir. Voilà. Juste quelques mots, Guillaume Pitron, si vous voulez, pour conclure. Je comprends votre critique sur les limites de l'observation et les limites des mots.
Bon, c'est mon métier. Je pense qu'avec cette transition numérique, on n'a pas conscience d'un nouveau danger parce que la pollution, elle ne sort pas du téléphone portable sous la forme d'une fumée. Et donc, il y a une espèce de retard cognitif qui est pris par rapport à ces nouvelles formes de pollution qui sont très ambiguës et très sournoises, puisqu'on ne les sent pas, on ne les voit pas, on ne les touche pas. Pareil pour les technologies vertes d'ailleurs. La voiture électrique, elle est propre quand on l'utilise, mais les métaux rares au fin fond de la Chine, je peux vous en parler, j'y suis allé. Et donc pareil, en fait, il y a un déficit d'éducation à ces enjeux-là. Et en fait, quelque part, on recule avec ces nouvelles formes de technologie qui sont pernicieuses en un sens. Et donc si mon rôle de journaliste, c'est peut-être d'en parler, je pense que c'est utile. Et j'admets parfaitement que je ne vais pas changer le monde, et je peux peut-être essayer juste de changer mon monde. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Est-ce que vous êtes là tous les trois à votre stand pour dédicacer votre livre, voilà, si ça vous intéresse. Oui. Et puis pour parler plus longuement avec les auteurs, il est temps de conclure. Merci à tous pour votre présence et merci aux auteurs.